Le président de la République ordonne l'annulation de toutes les cérémonies de célébration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale dans les ambassades et consulats mauritaniens à l'étranger en solidarité avec le peuple palestinien. L'Assemblée nationale approuve un projet de loi relatif à la gestion des déchets solides. Inauguration dans la Muqata'a de Moungol du pont d'Idougouji pour le désenclavement de la municipalité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui, mercredi 22 novembre 2023, sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 017-2006 du 12 juillet 2006 modifiée relative à la liberté de la presse. Ce projet de loi propose de modifier l'article 31 de l'ordonnance numéro 017-2006 du 12 juillet 2006 modifié afin que les modalités et conditions de l'aide à la presse soient définies par voie réglementaire. Dans ce cadre, il propose le transfert de tutelle de la commission chargée de la gestion et de la répartition de l'aide publique à la presse privée au ministère en charge de la communication au lieu de l'autorité chargée de la régulation du secteur. La simplification du processus pour l'adapter au contexte évolutif de la presse privée et l'adoption d'une approche plus cohérente et plus pragmatique pour la régulation de l'aide publique à la presse privée mauritanienne en vue de créer un mécanisme intégré permettant l'atteinte des objectifs de professionnalisation. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret définissant les missions générales de la police municipale. Ce projet de décret intervient pour définir les attributions des maires en matière de police municipale urbaine et rurale en vue de pouvoir doter les municipalités des pouvoirs nécessaires pour apporter les solutions appropriées aux problèmes locaux. Les maires exercent ces attributions sous le contrôle administratif du représentant de l'État, en coordination avec les différents services de l'État et avec l'aide des forces publiques compétentes. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'école normale des instituteurs de Kifa. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Tijikja suite à l'agression barbare que subit le peuple palestinien à Gaza par les forces d'occupation. Son Excellence Monsieur le Président de la République a ordonné l'annulation de toutes les festivités de l'indépendance nationale au niveau de nos ambassades et consulats de l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative à la vision nationale pour la transition énergétique. Cette communication indique que la Mauritanie a réalisé entre 2019 et 2023 plusieurs études stratégiques et feuilles de route qui ont contribué à définir une vision énergétique intégrée à travers laquelle elle ambitionne à se positionner comme un hub régional d'énergie à bas carbone et de production d'acier vert. Cette vision a pour objectif d'assurer un accès universel à une électricité propre, fiable et à bas coût à l'horizon 2030 et de faire de l'énergie à bas carbone un moteur de la croissance économique durable. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes.
Premier ministère, Commission nationale du contrôle des marchés publics, président M. Mohamed El-Kouri Ould-Cheine, administrateur, ingénieur, informaticien. Ministère de la Santé, cabinet du ministre chargé de mission, Dr Ahmed Mohamed Ould-Taleb Ahmed, en remplacement de Bouna Ould-Qutb. Établissement public, Centre national d'opérations d'urgence en santé publique, directeur adjoint Dr Mohamed Ould-Sidine Ould-Tar, précédemment médecin-chef de Kankoussa. Ministère de la fonction publique et du travail, cabinet du ministre, Conseil national du dialogue social, président El Hassan Limam Amar Jouda, professeur titulaire d'un doctorat du 3e cycle en recherche opérationnelle. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, cabinet du ministre, et mis fin aux fonctions de M. Khan Ousmane, président de la commission départementale de passation des marchés publics. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement et le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement ont commenté lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue cet après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu un peu plus tôt dans la matinée. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ben Mohamed, s'est entretenu mercredi à Nouakchott avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Mauritanie, son Excellence M. Jawad Abou. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines, en particulier dans le domaine parlementaire, conformément aux aspirations des deux peuples frères. Les deux parties ont passé en revue les questions d'intérêt commun. Au cours de l'entrevue, l'ambassadeur d'Iran a transmis au président de l'Assemblée nationale les félicitations du président du Conseil de la Choura islamique d'Iran à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdallah Ould-Saleh, et de M. Mohamed Yahya Ould-Hay, chargé de mission à la même chambre. Réunion en plénière sous la présidence de son deuxième vice-président, M. Ahmedou Mohamed Mahfouz Mbal. L'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi numéro 23023 relatif à la gestion des déchets solides. Le gouvernement a été représenté à cette séance par la ministre de l'Environnement. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Cette séance plénière consacrée à la discussion du projet de loi numéro 23/2023 relative à la gestion des déchets solides a été présidée par le deuxième vice-président Ahmedou Mohamed Ould Mbal. Le projet de loi en question définit les déchets solides comme des déchets non liquides et non gazeux résultant de l'extraction, de la production, de l'exploitation et de la consommation.
Le projet de loi se compose de 5 chapitres dont le premier traite les dispositions générales, le second est lié à la classification des déchets et le troisième se rapporte à l'organisation générale des déchets, soulignant l'importance de réduire le volume des déchets par la sensibilisation et les procédures réglementaires. Prenant la parole à cette occasion, les députés ont souligné le danger que représentent les déchets, insistant sur la nécessité d'élaborer des plans pratiques pour y faire face et prévoir des sanctions dissuasives à leur égard, tout en activant le rôle des municipalités dans la lutte contre la mauvaise gestion des déchets et en mettant à la disposition des investisseurs désireux de les traiter et de les exploiter. La représentante du gouvernement à la plénière, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, l'ALIA, Ali Kamara, a quant à elle déclaré qu'une étude récente réalisée à la demande du département de l'Environnement a révélé que le volume des déchets produits annuellement dans la seule ville de Nouakchott s'élève à plus de 26 000 tonnes de déchets divers dont certains sont réputés dangereux. Elle a mis en garde contre la gravité du volume des déchets générés quotidiennement, qui est devenu un défi environnemental et sanitaire majeur, à la lumière de la croissance grandissante de la population et de l'augmentation de la diversité des modes de production et de consommation qui l'accompagnent. À la fin de la séance, le présent projet de loi a été approuvé. Activité parlementaire toujours dans ce journal avec la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré hier soir sa séance de travail sous la présidence de M. Mohamed Emin El Sidi Mouloud, son président, à l'examen d'un projet de loi sur l'urbanisation et la construction. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed El Mohamed, dans laquelle il a passé en revue les dispositions fondamentales du projet de loi, notant que la maîtrise des secteurs de l'urbanisme et de la construction nécessite la mise en place d'un système législatif et réglementaire approprié. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a invité tous les partis politiques à participer à une réunion conjointe pour se concerter sur les questions d'actualité, en particulier le document de la charte républicaine, et délibérer sur les étapes ultérieures. Le 21 septembre dernier, le gouvernement, représenté par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, les partis de l'Union des forces du progrès, le Rassemblement des forces démocratiques et le parti INSAF ont signé le document de la charte républicaine. Les signataires avaient alors affirmé leur ferme engagement à maintenir la stabilité et la sécurité du pays par la mise en place d'un système fondé sur la justice sociale, l'état de droit, l'adhésion aux idéaux démocratiques et le développement durable. Depuis la signature de la charte républicaine jusqu'à aujourd'hui, les signataires déploient tous les efforts et portent toute leur attention à ce qui conduit à la réunification de la classe politique autour d'un terrain d'entente qui permettra la réussite de cette initiative. Dans la continuité de ces efforts, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a invité tous les partis politiques à participer à une réunion conjointe entre le ministère et les partis qui se tiendra le lundi 27 novembre afin de se concerter sur les questions d'actualité, en particulier le document de la charte républicaine, et de délibérer sur les étapes ultérieures. Cet appel se fonde sur les dispositions de la charte concernant le maintien de la porte ouverte à tous les partis politiques dans le but de consacrer la tradition de concertation sur les grandes questions nationales, de rechercher un consensus autour d'eux et de renforcer le front interne en harmonie avec l'atmosphère d'ouverture qui prévaut, l'option de concertation permanente et l'approche participative adoptée dans le domaine de la gestion des affaires publiques. Direction le centre administratif de Nouamqar où a pris fin la visite de la ministre secrétaire générale du gouvernement. La visite a été marquée par la pose de la première pierre et l'inauguration de certaines infrastructures. Moussa Ndiaye. Le village de Tessit est l'une des étapes de la visite de Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, Aïssata Bayahia, en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ouelhamed, pour inaugurer certaines infrastructures de base et d'autres pour la pose de la première pierre. À Tessit, la délégation officielle a visité un campement touristique présenté par le Parc national du Bandarguin aux coopératives locales.
Le village Teichet et Ergeibe étaient au rendez-vous avec la cérémonie de pose de la première pierre de 2 unités de traitement et transformation du poisson dans le cadre du projet CEDAD financé par la coopération canadienne. À l'école de Teichet et Ergeibe et autres structures, la délégation de Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement a suivi des explications et doléances des populations en vue de résoudre les problèmes que rencontrent les habitants de ces localités. À Anouamrar, la délégation a procédé à la pose de la première pierre d'une unité pour transformation et traitement du poisson. Dans sa déclaration, Mme Aïssata Bayahia, ministre secrétaire générale du gouvernement, a dit « J'ai eu l'honneur de procéder à la pose de la première pierre dans certaines localités et inaugurer des infrastructures de base au profit du parc national du Bandarguin. Cette visite était une occasion pour moi, dit-elle, de rencontrer les habitants du parc, tout en évaluant certaines situations et réalisations que le parc du Bandarguin a réalisées au profit des citoyens, tels que l'eau, la santé et l'enseignement. Madame Aïssata Bayahia, ministre secrétaire générale du gouvernement, a conclu sa déclaration pour dire « Les populations de ces zones ont remercié son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani pour la paix et la sécurité qui couvrent leur zone. » En marge de sa visite à Ouamrar, Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement a assisté à des activités sportives et culturelles. Elle a visité la foire commerciale des femmes organisée dans le cadre du festival de Ouamrar. Au Tagan, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazur a lancé de nombreux projets touchant divers secteurs dont l'eau, la santé et l'éducation. Bokar Bailaba revient sur ces inaugurations dans le reportage suivant. Dans l'arrondissement administratif de l'Ercheb, au Tagant, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tamoud Mohamed, a procédé à l'inauguration d'une structure sanitaire. Une réalisation qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à rendre disponibles les services nécessaires au profit des populations locales, notamment les couches vulnérables. Et à cette occasion, le délégué général de Taazur a indiqué que l'enclavement que vit la localité n'empêchera pas la délégation d'arriver dans cette commune, précisant que cet enclavement bénéficie de l'intérêt particulier du président de la République, soulignant que toutes les doléances présentées par les populations locales seront prises en considération. Le maire de la commune de l'Ercheb, Mohamed El Mokhtar Ould Brejara, a remercié Taazur pour ses réalisations qui touchent plusieurs services, eau, santé, éducation, entre autres. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Hamoud Mohamed, a procédé également à l'inauguration à partir de l'Qudiyya des réseaux d'adduction d'eau au profit de plusieurs localités relevant de la commune de Boubacar Ben Amar. Et à cette occasion, le maire de la commune de Boubacar Ben Amar, Saleh Koul Abdel Jalil, a exprimé ses remerciements et son appréciation à Taazur pour la réalisation de ces projets d'eau qui permettront d'améliorer les conditions de vie des populations locales. La ville de Tigint, dans la wilaya du Trarz, a accueilli un atelier sur le mécanisme de prévention et de réponse aux crises alimentaires. Cet atelier s'est ouvert en présence du commissaire adjoint à la sécurité alimentaire et du wali du Trarz. Retour à Moussa Ndiaye. C'est à l'arrondissement administratif de Tigint, dans la wilaya du Trarza, que s'est tenu un atelier de formation entre experts du gouvernement et partenaires techniques au développement dans le domaine de la gestion des crises alimentaires. L'objectif de cet atelier est de coordonner et faciliter les actions de toutes les parties concernées. M. l'imam Boul Abdawa, commissaire adjoint du CSA, a dit que sur la base des résultats obtenus dans le cadre d'échanges et partage d'informations, il est nécessaire, ajoute-t-il, de poursuivre tout effort visant à faire face aux crises alimentaires tout en renforçant les interventions. M. Patrick Serra
adjoint du représentant du programme alimentaire mondial PAM en Mauritanie, a mis l'accent sur la position de la Mauritanie face au changement climatique et dangers de la crise alimentaire. Il a précisé que vu les efforts de la Mauritanie avec ses partenaires, des résultats satisfaisants sont attendus. M. Mohamed Varoul Kharrachi, maire de la commune de Tigint, dans la wilaya de Trarza, a remercié ceux qui ont choisi sa commune pour abriter cet important atelier, dit-il. À Rosso, capitale régionale de la wilaya de Trarza, M. l'imam Boul Abdawa, commissaire adjoint du CSA, s'est rendu au chantier de construction d'un magasin de stockage du CSA d'une capacité de 30 000 tonnes. Face aux techniciens, les autorités régionales et la délégation du CSA ont suivi des explications sur les différentes étapes de cette réalisation. Toujours à Rosso, les magasins du CSA étaient au programme de la visite de M. l'imam Boul Abdawa dans le but de contrôler sur place les conditions de stockage. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de capacitation sur la profession des huissiers de justice. L'atelier est organisé sur initiative du ministère de la Justice en collaboration avec le programme d'appui à la réforme de la justice sous le thème déontologie et bonnes pratiques. Cet 11e atelier de 3 jours permettra aux participants de suivre plusieurs présentations. Aminata Khan. C'est sous le thème déontologie et bonnes pratiques qu'a démarré ce 11e atelier au cours duquel les participants recevront plusieurs présentations telles que la nature juridique de l'étude des dossiers, la difficulté d'exécuter les jugements et l'obtention des garanties. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ould Ahmed Aïda, a mis en relief l'importance que le gouvernement accorde à la justice compte tenu du rôle qu'elle joue dans le renforcement de l'état de droit et le maintien de la démocratie. Il s'est engagé à assurer l'indépendance de la justice en renforçant les compétences des juges et des professionnels du secteur et en améliorant leurs conditions financières, des ressources humaines qualifiées et des suffisantes contribuer à incarner, dira-t-il, l'indépendance pour protéger les droits et les libertés. Ould Ahmed Aïda a ajouté que si les jugements et décisions judiciaires incarnent le titre de vérité et de l'interprétation, des transparences de justice et d'équité, alors leur autorité est une sorte de caractère sacré et de crédibilité qui reflète l'application des règles et principes judiciaires. Lui succédant, le président de l'Association nationale des exécuteurs testamentaires, Sidna Ould Ababakar, a expliqué l'importance de la rencontre car ses membres bénéficieront de précieuses conférences dans le domaine de la mise en œuvre et de sa nature juridique présentées par des experts nationaux et internationaux dans ce domaine. Il a appelé à accélérer la présentation des testamentaires et des lois qui y affèrent. Le coordinateur du projet à la réforme de la justice a apprécié les efforts du secteur de la justice. Nous avons, dans la mesure du possible, tenu le pari, organisé des activités de formation à cet effet et nous allons poursuivre ces activités de formation grâce à notre partenaire Progeti. Nous allons aussi, dans ce cadre, hormis les ateliers de formation, appuyer l'installation des avocats dans les juridictions secondaires pour rapprocher le service public de la justice avec le justiciable. Ce processus va aboutir en février à l'installation d'une vingtaine d'avocats parce que nous avons constaté que les avocats sont plus concentrés à Nouakchott. Ça va aboutir à une vingtaine d'installations d'une vingtaine d'avocats dans les juridictions de Célibabi, Kifa, Kaïdi, Rosso et puis Alleg. Il est à noter qu'au cours de cet atelier, plusieurs recommandations seront formulées de nature à renforcer la justice et l'état de droit chez nous. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a supervisé hier l'inauguration du pont d'Idiougodi pour le désenclavement de la municipalité d'Azkiloum dans la Muqata'a de Moungel. L'inauguration de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Bokar Baylaba.
Les ponts font partie des structures pour désenclaver une zone. Justement, un nouveau dispositif de ce genre a été inauguré dans la commune d'Azgaïlim, relevant de la Moukata de Monguel au Gorgol. D'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 22 mètres et d'une largeur de 6 mètres, le pont se compose de 2 parties principales, la structure de l'installation et 2 passages d'entrée et de sortie. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ahmed Salem El-Arbi, a déclaré que ce pont a plusieurs rôles pivots qui répondent aux aspirations de la population de cette zone, surtout le désenclavement des zones de production et la facilitation du mouvement des personnes et des biens durant les différentes saisons de l'année, notamment l'hivernage. De son côté, le directeur de l'aménagement rural au ministère de l'Agriculture, Mohamed El Abdallahi, a présenté une fiche introductive de cette installation qui fait le lien entre 4 communes des vilayats du Gorgol et de la Saba. À son tour, le maire de la commune d'Azgaïlim, Jibril Massaoud, a souligné que le pont de Ndiokodi est un vieux rêve des habitants de la zone depuis plusieurs années. Il a indiqué qu'il contribuera au développement local qui constitue un axe majeur du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani. A noter que la maîtrise d'ouvrage de cette structure a été assurée par la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux sous la supervision technique de la direction de l'aménagement rural au ministère de l'Agriculture. C'en est fini des activités de la première édition des Journées nationales de l'artisanat mauritanien organisées par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. La cérémonie de clôture de cette manifestation qui avait démarré vendredi soir au complexe olympique de Nouakchott sous le thème de l'artisanat au service de l'emploi a été marquée par la distribution de prix aux lauréats. Mohamed Khattat nous en dit plus. Les rideaux sont tombés sur la première édition des Journées nationales de l'artisanat mauritanien visant à faire revivre le patrimoine matériel de notre pays. L'occasion pour le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Amadou El Hadjougaï, de souligner. Après 5 jours d'intenses activités, nous voici arrivés au terme de la première édition des Journées nationales de l'artisanat mauritanien. Cette importante manifestation que nous souhaitons devenir un rendez-vous annuel a été couronnée de succès au vu du nombre de participants et de la présence des pays étrangers. 5 pays frères, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Burkina Faso, ont pris part à ces journées riches en activités, qui trouvent ici l'expression de notre reconnaissance et nos vifs remerciements. Ce sera l'occasion pour moi, au nom du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, de vous remercier, vous aussi, président des fédérations nationales, régionales, délégués et artisans, pour votre contribution à la réussite de cet important événement. Je n'oublierai pas de remercier le staff du ministère, les différentes commissions chargées de la préparation des JONAM, la presse, les artistes, les poètes et tous ceux qui ont apporté leurs efforts à la réussite de ces journées nationales. Mesdames et messieurs, l'organisation de cette première édition des Journées nationales de l'artisanat mauritanien n'aurait été possible sans l'intérêt que porte le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, au secteur vital de l'artisanat. Cet intérêt clairement défini dans les engagements du président de la République, Taoudati, et le programme de politique générale du gouvernement a été matérialisé par notre département à travers la tenue de cette première édition des Journées nationales de l'artisanat mauritanien. L'organisation de cette première édition des Journées nationales de l'artisanat mauritanien vise à célébrer l'artisanat et son patrimoine culturel et à sensibiliser le public à l'importance de préserver nos traditions artisanales pour les générations futures. Je puis dire que nous avons atteint cet objectif grâce à la large participation de nos wilayas et de certains pays frères et amis, mais surtout
à la diversité et la qualité des produits exposés. Ces journées ont été marquées par des conférences et des débats sur les différentes problématiques de l'artisanat présentés par des experts nationaux et internationaux, des soirées culturelles et artistiques et des points de presse. La cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de prix à certaines fédérations artisanales régionales, lauréates, notamment celle du Hod El Gharbi, de Nouakchott Nord, de Nouakchott Sud, du Tir Zemour, du Hod El Sharqi et de l'Adrar. Les dirigeants du parti Insaf au niveau de la wilaya du Tir Zemour ont tenu hier soir au siège central du parti à Nouakchott une réunion en vue de préparer la visite prochaine du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans la wilaya. La réunion a été l'occasion pour le président du parti, l'Insaf, de remercier les participants d'avoir accepté l'invitation et de les exhorter à redoubler d'efforts pour faire de cette visite un succès retentissant. Le président du parti Insaf a évoqué l'importance de la prochaine visite du président de la République dans la wilaya du Tir Zemour et la nécessité de s'efforcer d'en faire un succès. Ces dernières années, les infrastructures ont focalisé l'intérêt des pouvoirs publics qui ont mis tout en œuvre pour en faire l'un des piliers essentiels du développement du pays. Le dossier de notre journal est consacré à cet aspect de la politique des pouvoirs publics. Cheikh Oulzain Lassem. Les infrastructures routières et BTP constituent le socle de la modernisation des villes et des grands centres urbains. Compte tenu de cela, le gouvernement, à travers les ministères de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et de l'Équipement et des Transports, a veillé à la mise en œuvre du programme Ta'ahoudati du président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, particulièrement ses volets relatifs au BTP et à l'infrastructure routière. Le 63e anniversaire de l'indépendance nationale est célébré cette année dans un contexte marqué par de multiples réalisations dans les domaines des BTP et des routes. Les efforts du département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à Nouakchott, comme dans la plupart des chefs-lieux des wilayas et des muqata'a, étaient axés sur l'édification des bâtiments administratifs et des infrastructures scolaires, ainsi que sur l'organisation du domaine urbain, particulièrement à Nouakchott, où des décennies durant, les populations habitaient dans des quartiers précaires indécents. Le dernier acte en date des efforts visant à mettre fin à l'habitat précaire au sud de la ville de Nouakchott était le lancement du projet Nouvelle Vie dans le secteur 22 en présence du président de la République. Au cours de cette cérémonie solennelle, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a annoncé que toutes les dispositions ont été prises pour réaliser ce projet qui profite à 9108 familles précaires qui accèdent désormais et pour la première fois de leur vie à la propriété foncière et à un habitat décent qui renferme tous les services de base. Le projet Nouvelle Vie comprend plusieurs infrastructures dont notamment 3 écoles primaires, un collège, un lycée et un centre de santé, 8 km de routes en remblai, 15 km de routes bitumées, du point de vente de produits alimentaires subventionnés, une place publique et 2 réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité. Aussi, l'État a pris en charge le déménagement de nouveaux habitants du secteur 22, une opération qui a été estimée à sa juste valeur par les populations bénéficiaires car elle constitue la dernière étape de ce projet supervisé par l'Agence de développement urbain et dont le suivi est assuré par le ministère de tutelle. Dans le cadre de l'appui à l'organisation du domaine urbain et de la mise en œuvre de la stratégie y afférent, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités et le volume des établissements humains, les règles de sédentarisation et les critères de distribution des infrastructures. Au cours de l'année 2023 et au-delà des réalisations accomplies au cours des 4 premières années du mandat du président de la République, de nouvelles infrastructures scolaires ont été construites au niveau de la plupart des wilayas du pays.
Les travaux d'édification de nouveaux bâtiments se sont poursuivis et ont permis de mettre en place des édifices de souveraineté comme le bâtiment qui abrite le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et bien d'autres établissements exploités par des départements ministériels, ainsi que la construction des bâtiments des conseils régionaux au niveau de 10 de nos villes. Sans oublier les centres d'attraction et aires de jeu au niveau de la ville de Nouakchott. Les travaux de construction d'un village artisanal se poursuivent à un rythme soutenu au niveau de la Muqata'a d'El Mina, ainsi qu'au niveau du centre commercial d'Arafat, le nouveau complexe universitaire, l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature. Le projet de construction de 12 tribunaux avance à pas sûr. Déjà, les travaux sont achevés au niveau de 9 des 12 tribunaux concernés. Les travaux sont en cours pour la réalisation des centres hospitaliers à Ayoun, Aleg et Tijikja, 20 centres de santé et 28 points de santé, ainsi que de nouveaux regroupements. Les travaux sont en cours pour la réalisation des centres hospitaliers à Ayoun, à Aleg et à Tijikja, 20 centres de santé et 28 points de santé, ainsi que des regroupements sédentaires et des plans d'urbanisme moderne dans les chefs-lieux de nos wilayas. L'infrastructure routière qui constitue un pilier du développement n'était pas en reste. Loin s'en faut. Le département de l'équipement et des transports accompagne la mise en œuvre du programme du président de la République, notamment en ce qui concerne la construction et la réhabilitation des routes existantes pour relier toutes les villes et agglomérations du pays les unes aux autres. 3 ponts échangeurs ont été réalisés ou en cours de réalisation à Nouakchott, plus un 4e à Rosso, reliant la capitale de la wilaya du Trarza à la rive gauche du fleuve Sénégal, facilitant ainsi le transport des personnes et des biens entre la Mauritanie et le Sénégal. Des projets de construction de voiries urbaines ont également été lancés à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Certaines villes ont été reliées entre elles récemment grâce à la construction de routes destinées à faciliter la circulation des personnes et des biens. Les travaux se poursuivent au niveau de certains projets dont on peut citer le pont Bamako, celui de l'Haï Saken et les ponts de Rosso ainsi que l'échangeur du carrefour Madrid et la construction de la route devant relier la capitale du Tagant Tijikja à la ville de Boumdeid à Nassaba. La réalisation du reste du tronçon de la route Tijikja-Selibabi-Rabou, la réhabilitation des tronçons défectueux le long de la route de l'Espoir et des voiries urbaines au niveau des villes de Tijikja, Ayoun et Selibabi. L'inauguration d'un réseau routier moderne dans la ville de Nouakchott. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République ordonne l'annulation de toutes les cérémonies de célébration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale dans les ambassades et consulats mauritaniens à l'étranger en solidarité avec le peuple palestinien. L'Assemblée nationale approuve un projet de loi relatif à la gestion des déchets solides. L'inauguration dans la Muqata'a de Moungel du pont de Diogoudi pour le désenclavement de la municipalité. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.